Fedorowski. Et c'est une tâche un peu malaisée, vu la quantité prodigieuse de missions qu'a rempli M. Fedorowski et d'œuvres qu'il a rédigées. M. Fedorowski est né en 1950, année du zénith d'un certain Joseph Staline et année de la guerre de Corée. La guerre de Corée n'a pas dégénéré en Troisième Guerre mondiale, en particulier parce que de nombreux diplomates ont travaillé dans tous les sens à empêcher une catastrophe planétaire. Est-ce que par la suite, ça a dû inspirer M. Fedorowski? Je ne sais pas, mais il a commencé par remplir les conditions préalables de tout bon diplomate. C'est un polyglotte, russe évidemment, français, vous le constaterez, anglais, of course, et puis par exemple arabe, arabe. Effectivement, on verra dans la carrière de M. Fedorowski un certain nombre de missions vers l'Orient compliqué. Et on sait très bien que ce n'est pas un travail aisé sous ces latitudes. Alors, un beau jour, il est arrivé à Paris, 1977, à une ambassade qui était à l'époque pas très loin d'ici, rue de Grenelle, c'est bien ça. Et il a commencé à voir et à comprendre ce qu'était la France. Et je serais tenté de dire que... C'était l'ambassade. Même, oui, vous avez même atteint le poste numéro 1. Ensuite, eh bien, il s'est perfectionné dans la connaissance d'abord de la diplomatie française et il a exécuté un remarquable travail en 1985, quasi ésotérique pour la plupart des gens, consistant à voir un point technique de la diplomatie française, du travail de la diplomatie française, et qui a attiré une vive attention dans les milieux spécialisés sur lui. Et puis, eh bien, il a réfléchi à une histoire parallèle, il a réfléchi à bien des choses, et on le verra en 1995, il deviendra citoyen français. Donc, il rejoint un peu les traces d'une certaine comtesse de Ségur, née Rostopchine, qui a brillé dans une littérature d'un tout autre type en France, pédagogique enfantine, et bien, qui était également russe et française. Voilà. Donc, la France, pour lui, c'est plus qu'un poste dans sa carrière, plus que bien des missions qu'il a remplies. Alors... Mais entre-temps, mon cher ami, on a cofondé la première partie démocratique là-bas, entre guillemets, et quand même, on a modestement tué le régime totalitaire. Vous comprenez? J'étais porte-parole des antiputschistes. Oui, mais j'y arrivais. J'y arrivais puisque vous avez pris une position en pointe en août 1991, qui n'était pas une position sans risque si les putschistes archéo-communistes l'avaient emporté. Et là, effectivement, le rôle de M. Fedorowski a été des plus importants. Il avait été très proche, c'est le moins qu'on puisse dire, d'un certain Mikhaïl Gorbatchev auparavant, qui n'a pas totalement brillé dans cette période, mais heureusement qu'il y avait des Fedorowski pour y suppléer. Excusez-moi si je ne suis pas très bon, gentil pour M. Gorbatchev. Attendez, je vais vous dire que Gorbatchev, et j'ai connu très bien les deux, Gorbatchev et Eltsine, ils sont haïs en Russie, et vous haïssez aussi en partie, rien que les gens ici présents, mais ça on va en parler. Mais constatons simplement que c'était une période charnière, et je vais citer, j'ose, si vous me permettez, mon frère, je vais citer Jean-Paul II qui disait que c'était un miracle la sortie du communisme sans effusion du sang. Un miracle, il disait. Vous voyez? Alors, nous le verrons rentrer dans la carrière littéraire, depuis l'étude de certaines rencontres dans des trains, wagons-lits, en passant par bien d'autres choses. Par exemple, il s'est intéressé récemment à la biographie d'un certain Raspoutine. Ici même, j'en entendais parler il n'y a pas tellement longtemps, personnage toujours qui passionne les foules, aussi bien en France qu'ailleurs. Il a fait bien d'autres choses. Je vous signale que bon, une grande partie de ce qu'il a fait sont des livres d'histoire, mais il s'est également lancé dans les romans.
sauf erreur de ma part, le premier a dû être Les Deux Sœurs. Absolument, oh, quel plaisir. J'ai fait 40 livres. 40e Poutine, c'est le 40e livre que je viens de sortir, vous voyez. Et une partie, ça me touche beaucoup, puisque Les Deux Sœurs, les gens ne connaissent pas, mais en réalité, c'est un livre assez important pour moi, et ça, c'est un vrai roman qui fait rêver. Parce que je tiens à garder mon accent pour faire rêver, mais c'est pas suffisant, vous comprenez, il faut faire rêver aussi avec les œuvres. Merci beaucoup. Je n'irai pas plus loin, et place à M. Fedorovski. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien, tout d'abord? Est-ce que je parle suffisamment fort pour les gens qui ne sont pas... Parce que vous savez, pour moi, c'est très important que vous puissiez m'entendre. Parce que ma carrière, qui était quand même plus de 20 ans de la diplomatie, était liée avec le fait que j'ai parlé d'une manière très audible. Vous savez, vous avez eu l'amabilité de parler de la langue arabe. Et le fait que j'étais envoyé en France est lié avec la sourdité d'un certain Brejnev. Vous savez, Brejnev, il était sourd, il ne comprenait pas ses interprètes. Et moi, j'ai parlé à l'époque, j'ai crié. Et lui entendait tout. Et il m'a pris, pendant 2 ans, j'étais interprète du Kremlin, pour me compromettre définitivement, parce que monsieur, il était aimable, il effacé. J'étais interprète de Brejnev, de la langue arabe. Et Brejnev, et après, il y avait un long séjour qu'on s'est rencontrés, à l'époque avec certains de vous, à l'ambassade, c'est vrai, j'ai battu tout le record, et c'était surtout la fin du communisme. Après, il faut comprendre que je n'étais pas du tout obligé de commencer la carrière littéraire, et je l'ai fait à l'époque consciemment, parce que c'était une époque, je me souviens, Eltsine, il m'a dit le jour de la fin du communisme, je lui ai demandé comment vous allez faire à l'avenir. Il m'a dit ce sera très simple, on va les nommer milliardaires. Texto. Et moi je n'étais pas d'accord, et j'ai pris large et j'ai fait maintenant 40 livres. Mais oublions, si vous voulez parler de moi, on va en parler après. Mais maintenant, parlons du sujet que vous avez choisi. Frère, je suis très touché que vous avez choisi ce sujet, parce que je trouve qu'il y a aujourd'hui une grande inquiétude, qui est l'inquiétude en France, et même plus que ça, le monde est dans l'impasse. Et l'amitié franco-russe est en danger. Quand j'ai écrit un déclic de deux derniers livres, j'étais avec un grand ambassadeur américain de mon époque, on a dîné, et Obama, il a parlé à l'époque de la Russie aux Nations Unies, peut-être vous vous souvenez. Et peut-être pas, je vais citer Obama, ne soyez pas offusqués. Il a comparé dans son discours pas Poutine, mais la Russie avec Ebola. Évidemment, c'était une gaffe. Et mon ambassadeur, frère, vous savez que les Américains, ils ont aussi des ambassadeurs de qualité. Il tique, il était une gaffe évidente, vous comprenez? Et on continue, et je lui dis, quand même, il faut, pour comprendre les Russes, il faut qu'ils relisent Tolstoï. L'ambassadeur continue à manger. Frère, je tiens à vous féliciter, j'admire votre action, mais vous savez, tout est aussi... C'est lui qui nous a préparé le repas aujourd'hui. Applaudissez. Applaudissez. Et mon ambassadeur, après avoir goûté quelque chose de semblable, au dessert, il me dit, non, Vladimir, il faut qu'il lise Tolstoï. Pas relise Tolstoï, il faut qu'il lise Tolstoï. Et ça, mais il a persisté. Ça, vous savez, tout ce que vous entendez dans la presse, etc., vous savez, j'ai l'habitude de bousculer les idées reçues, mais quand même, ça a dépassé ces derniers temps les limites. Il persiste dans le désir de vivre dans l'illusion. Solzhenitsyn, il disait, il persiste dans le désir de vivre dans le mensonge.
Je cite Solzhenitsyn. Et ça, pour ça qu'il faut, il faut revenir à des éléments. Pourquoi je suis tellement touché qu'on parle aujourd'hui de l'amitié? Parce que je crains que les gens d'aujourd'hui essayent de détruire quelque chose qui ne les appartient pas. Et ça, c'est justement cette affinité historique qui existe entre la France et la Russie, entre l'Europe et la Russie. Parce que vous savez, les présidents passent, Obama a passé, Poutine peut passer, récemment Hollande nous a prouvé qu'il passe. Mais vous comprenez, en revanche, l'amitié, l'affinité entre la France et la Russie reste, ça n'appartient pas aux néophytes d'aujourd'hui. Je vais citer encore un, désolé de citer les gens que vous pouvez aimer ou pas aimer, j'ai vu récemment Kissinger. Maintenant, d'ailleurs, vous savez, il s'occupe maintenant il est intermédiaire dans les rapports avec Obama, et je lui ai posé la question, est-ce que aujourd'hui c'est comme la guerre froide? Il m'a regardé, monsieur, vous êtes un homme sérieux. La guerre froide, nous étions les hommes sérieux. Il a utilisé le terme, nous n'étions pas comme néophytes. Il a utilisé un autre terme, je n'ose pas, mais un petit comité, je peux vous citer Kissinger, il disait, nous ne sommes pas comme les guignols d'aujourd'hui. Je lui laisse jugement de ce côté-là. Guignols d'aujourd'hui. Ça n'appartient pas, cette affinité. Vous avez dit, cet esprit chrétien, vous savez que vous avez cité Clovis, mais aussi Saint Vladimir, Prince Vladimir, cet esprit chrétien qui remonte à très loin. On a dit l'histoire commune qui a été forgée à travers le destin des gens extraordinaires. Je n'ai pas le temps de vous raconter tout, c'est un roman en soi. On m'a donné 40 minutes, mais on peut parler 4 heures de ça à l'infinité. Si quelqu'un vient, qu'il vient, pas grave. Peut-être j'ai dit quelques mots de trop, mon frère. C'est pour ne pas vous déranger. KGB partout, s'il vous plaît. Vous allez le voir réapparaître là-bas. Il est réapparu là-bas. Vous savez, maintenant il rigole à propos de, vous savez, de la guerre cybernétique. C'est une rigolade. Parce que, vous savez, dès que vous prononcez 3 mots, et j'ai déjà prononcé 3 mots clés, ils nous enregistrent. Les Américains, les grandes oreilles, vous connaissez, tout ça, c'est automatique. Ils n'arrivent pas à digérer. Les autres aussi enregistrent, il ne faut pas se mentir. L'autre jour, les généraux français m'ont invité, j'ai parlé devant eux, et je leur racontais guerre cybernétique, tout ça, qu'ils nous enregistrent, etc. Et j'ai dit, la seule chose, je suis certain, que les Français n'y participent pas. Ils ont beaucoup rigolé. Et vous savez, mais pour revenir, c'est une longue tradition qui remonte, c'était forgé, le destin souvent tragique, la révolution, chrétienté, les gens comme ça, les gens qui ont été, que j'aime raconter pour vous divertir, je vais vous raconter un tout petit peu quand même des histoires que j'aime raconter, j'adore ce Pierre le Grand, quand même, qu'on se connaît, Pierre le Grand qui a fondé Saint-Pétersbourg. Pourquoi je parle? Puisqu'il a eu plein de collaborateurs français, plein. Même l'idée de construire Saint-Pétersbourg, c'est une idée presque française, parce que lui était soufflé par Franz Lefort, qui était francophile quand même éminent, d'origine suisse, d'accord, suisse, mais quand même, la France n'était pas loin. D'autres collaborateurs, il y avait Leblond, les architectes, il y avait les marins, il y avait Pierre le Grand. Ça a commencé avec Pierre le Grand, la venue à Paris, quand il a commencé à parler à Versailles. Mais attendez, il parle. Vous savez, Pierre le Grand, il a appris le français d'une manière bizarre. Il a appris le français
il n'aimait pas du tout Moscou, l'ambiance moscovite. Et quand il était enfant de 13 ans, il se cachait dans un endroit que vous connaissez, qui s'appelait, pour les gens qui connaissent les Russes, Nemetskaya Sloboda, le faubourg des Allemands, le faubourg des étrangers. Il bavardait. Il a pris... Mais là-bas, c'était une sorte de vivier des pirates. Les gens parlaient l'argot. Et Pierre, il a appris le français des bandits. Et quand il vient en France, à Versailles, il commence à parler, les phrases ont été suffoquées par... Quand même. Après, vous savez, il faut dire le siècle que je dois raconter. Frère, j'ai pensé que j'ai dit un mot de trop et vous étiez parti. Mais vous êtes revenu, ça me réconforte. Et les choses... Après, il y avait le siècle des tsarines, ça s'appelle. Vous connaissez, il y avait 5 femmes qui ont régné en Russie. C'est le siècle où vraiment les choses sérieuses, elles ont commencé. Elles ont commencé avec Pierre le Grand. Mais surtout, il y a cette histoire charmante. Je ne sais pas si vous connaissez, quand il y avait un Français qui était à l'origine de l'intronisation d'une grande tsarine. Parce que c'était une tsarine pas suffisamment vraiment appréciée par le grand public, mais c'était la dame qui a créé la magie de Saint-Pétersbourg. C'était Élisabeth, parce qu'elle a donné la carte blanche, cette fois-ci pas en français. Il y avait Leblond qui était l'architecte avant, mais il a donné la carte blanche à Rastrelli. Et la magie de Saint-Pétersbourg, c'est un génie absolu, Rastrelli. Ces couleurs extraordinaires, jaune, fuchsia, le vert qu'il préférait sur le toile de fond des neiges immaculées de la Russie, c'est elle. Mais elle n'existait pas. S'il n'y avait pas un garçon de 30 ans, qui s'appelait Marquis de la Chétardie, qui a commencé, comment dire d'une manière polie, à regarder de près les maîtresses du roi, il était envoyé à 30 ans comme l'ambassadeur. À l'époque, la Russie n'était pas un pays important, comme dans une sorte d'exil doré en Russie, à Saint-Pétersbourg. Il vient, et ça c'est la tradition de la francophonie aussi, qui est portée au pinacle. Parce qu'il vient, tout d'abord, il amène 100 meilleurs crus de Bordeaux. Tout revient à ça. Il amène une grande tradition. Nous avons une grande passion avec quelques amis, un ami particulièrement ici présent, pour les ballets russes. Mais les ballets russes, c'est Marquis de la Chétardie, puisqu'il prend avec lui le maître de ballet. Et quand il commence à courtiser la fille de Pierre le Grand, qui était en exil aussi, un peu évincée, etc., quand il commence à la courtiser, il la courtise, le maître d'hôtel, les vins, mais surtout le maître de ballet. Et la grande tradition d'affinité extraordinaire qui était portée au pinacle, et plus tard par Tchaïkovski, Petipa et les ballets russes de Diaghilev, remonte à cet épisode qui est essentiel. Mais cet ambassadeur, il raconte, les Russes, ils ont gardé dans les archives tout ça. Parce que la grande qualité et une grande fierté pour moi de travailler sur ça, qu'on a détruit beaucoup de choses, mais les archives sont restées intactes. Ils ont été souvent secrètes, mais ils sont restés intacts. Et l'ambassadeur, il décrivait ses exploits à son roi. Ils ont été à l'époque chiffrés. Je vais vous raconter l'histoire. Ça mérite ça, parce que ça reflète cette affinité. Il raconte en détail. Il vient me voir, il a le manteau. Il raconte manteau de fourrure, de rire argenté, rien derrière le manteau. Et puis il continue, etc. Et la grande affinité. Et après, le vrai roman de Trois Mousquetaires se passe. Parce qu'il organise un coup d'État. Seul le XVIIIe siècle garde ce genre de coup d'État. C'est avant les Trois Mousquetaires, la distribution des vins à la garde impériale. Il y avait une sorte de gourou Rasputin avant l'heure, un autre français, s'il vous plaît, il s'appelait Le Stock. Il place
la copine de l'ambassadeur au trône de la Russie, elle devient l'impératrice Élisabeth. Tout était permis. Il était éminemment francophile. J'ai oublié de vous dire que Pierre le Grand, à un moment donné, il voulait la marier avec Louis XV. Après, il n'a pas réussi. Et bref, mais il a gardé une affinité avec la France, une grande affinité. Il y avait ce désir de porter la langue française au pinacle. Et il y avait un coup d'État qui a réussi. L'ambassadeur, il est devenu favori, vous comprenez, il était déjà quand même intimement lié avec elle. Il lui a donné une grande décoration, il y avait des prix, il y avait des cadeaux aussi qui ont été donnés, notamment à l'Estoc. Vraiment, j'ai failli dire cadeau royal, en réalité, les cadeaux de tsar, la tsarine, qui ont été donnés. Et après, il a fait quelques gaffes, mais et en même temps, comment vous dire, en même temps, l'ambassadeur, il souligne quelque chose de très important. Il souligne l'affinité et l'apanage français. Je vais vous raconter. Il écrit texto, je suis obligé de le citer. Parfois, je vais citer les choses un peu osées, parce qu'il écrit à Louis XV. Tout est gardé dans le secret là-bas. Il dit que la tsarine est à mon goût, parce qu'il se vante. Mais elle a les hanches d'une cuisinière. Je suis désolé, je cite l'ambassadeur. Hanche d'une cuisinière. Désolé. Et il a oublié une chose essentielle pour vous. Parce que, vous savez, les Russes, ils ont certaines qualités et certains défauts. Mais nous avons le don des langues et des mathématiques. Et les dépêches qui ont été chiffrées ont été déchiffrées. Et quand la tsarine l'a vu, oh là là, il y avait derrière aussi des choses qui nous remontent à l'actualité. Parce que vous savez, la diplomatie française, à l'époque, elle misait ce qu'on appelle aujourd'hui l'islamisme modéré. Je réactualise un petit peu, parce que Louis XV, il dit qu'il faut maintenir la Russie, il utilise le terme, dans le néant, et il faut essayer de faire l'alliance avec les Ottomans. Vous comprenez? C'est-à-dire, sur le toile de fond de l'offense, soi-disant sur ces prouesses, j'ai failli dire sensuelles, il y avait le fond, qui était déjà à l'époque. Et ça, c'est un problème qui a posé, mais bref, l'ambassadeur était renvoyé, après il est devenu l'ambassadeur en Sardaigne. Encore une fois, il drague la maîtresse du roi de Sardaigne, encore une fois, personne non grata. Il terminait, le château existe. Jusqu'à aujourd'hui, je venais autrefois souvent dans ce château, c'est un château médiéval du XIe siècle, et quand vous savez, la dernière phrase, juste pour vous souligner jusqu'à quel point la franco-dire, c'est une réalité française. Je vais faire une petite parenthèse, parce que les gens pensent que l'ambiance en France est russophobe. L'ambiance russophobe seulement dans la presse. Il y a dans une partie, oui, bien sûr, c'est n'importe quoi. Mais moi, je voyage plus que vous en France, je voyage chaque jour. Je voudrais vous dire, tout d'abord, les sondages le prouvent. Les sondages prouvent que la majorité des Français sont russophiles. C'est même le pays le plus russophile de l'Europe. Les sondages sont formels. Vous comprenez? Ça, c'est une chose à prendre en compte, qu'on veuille ou non. Et ça, mais ça en dit long sur le décalage entre la presse et en partie. Mais vous savez, même on dit et la classe politique. Mais vous additionnez Madame Le Pen, Fillon, Mélenchon, de toute manière, plus de 50% des gens sont pour le rétablissement de rapport. C'est pas du tout acquis, mais c'est la réalité pour vous dire de ça. Mais pour terminer avec mon ambassadeur, vous savez, il est en train de mourir et on m'a montré sa dernière lettre. Il dit que je regarde ma Charente natale et ça c'est, mais devant mes yeux il y a les neiges immaculées de la Russie. Je ne suis pas devenu son tsar, mais elle est restée l'impératrice de mon cœur.
Grand ambassadeur. Revenons, l'impératrice à mon cœur. Évidemment, Catherine, vous allez me dire, elle est allemande. Non. Catherine, c'est une dame aussi beaucoup dénigrée dans l'histoire. Je ne vais pas approfondir ça, j'aurais pu. Mais quand même, constatons qu'elle est devenue une très grande impératrice russe. C'est un exemple quand même de l'intégration. Elle a adopté complètement la Russie. Et elle a joué un rôle. Je n'ai pas le temps de vous développer. J'aurais pu vous faire un speech. Je fais même un très grand film. Ça en dit long à Hollywood. Ils font le film sur Catherine II. Vous imaginez? On dit russophilie, russophobie, etc. Ils veulent Catherine et Potemkin. Parce que c'est une histoire extraordinaire. Ils ont porté la langue française aussi au pinacle. Ils ont eu l'échange avec les philosophes. Quand ils ont créé l'Ermitage, il y a le facteur français. Je parle de ce musée extraordinaire. Quand on parle de ça, ils ont consciemment avantagé la France, sans parler de cette exposition plus tard. Et ce rôle extraordinaire, vous avez vu cette exposition géniale de cet automne. Je parle de la fondation de Vuitton. Vous savez, il y avait ces deux collectionneurs extraordinaires, Choukine et Morozov. Et puis ça continuait, l'Ermitage, c'est un sujet à part. Je ne peux pas raconter tout, mais posez-moi la question, j'aurais pu vous raconter l'affinité sentimentale et les égéries russes. Là, on n'a manqué personne, mon frère. Vous savez, on a quand même, quand on parle Matisse, extraordinaire, Lydia, nous avons connu quelques-uns ici, Lydia Dilektorskaya, l'inspiratrice de Matisse, Gala, Dali, et tout ça, ou bien plus tard, bien sûr, Olga avec Picasso, tout ça, Mayol, je peux vous raconter ça, mais ça, c'est toute une filiation. On n'a pas le temps de commencer avec Catherine, parce que c'est elle qui a donné le concept avec l'homme de sa vie, aussi un autre francophile qui était quand même Potemkin. Posez-moi la question, j'aurais pu vous faire un speech sur ça. Mais je n'ai pas le temps maintenant, parce qu'autrement, vous allez me gronder. On n'a pas le temps de raconter les histoires plus d'actualité. Mais tout est d'actualité, parce que vous comprenez, on a parlé de cette rupture, on disait la rupture. 1812, Napoléon à Moscou, dans l'incendie. Je ne voudrais pas rappeler Berezina. C'est pas important. Ce qui est en revanche important, que vous savez, les Russes aujourd'hui, je parle sous le contrôle des gens qui connaissent très bien la Russie, apprécient aujourd'hui les Français. Et ça, quand Alexandre est venu ici, il est venu en ami, à tel point qu'il a interdit aux Cosaques de loger chez les Français. Ça n'a pas empêché quand même de faire entrer quelques mots inoubliables dans la langue française pour souligner, rien qu'au bistrot, mais j'ai pensé plus à l'amour, à la Cosaque. Mais c'est, bien sûr, si vous voulez ou non, il y avait l'affinité. Il y avait, quand vous reconstituez, un jour je vais faire quand même tout ça. Parce que, vous savez, je vais vous dire, ce qui nous manque, et ça c'est ce qu'on fait aujourd'hui, plus sérieusement, les Français exigent qu'on fasse le récit national. Et notre roman français que je vous raconte, c'est aussi un récit national français. La venue des Français, rien que les Français qui sont restés après Napoléon, tout ça c'est toute une saga en soi, même si je vous dis que le 19e siècle, c'est tellement extraordinaire pour moi, qu'il faut que je fasse aussi, tôt ou tard, la civilisation du 19e siècle, parce que vous prenez n'importe quel génie de chez nous, ou de chez vous, et vous tombez sur cette affinité franco-russe. Je vous dis, je vous prends au hasard, Pouchkine. Mais Pouchkine, on l'appelait le français au lycée. Pouchkine qui écrivait en français extraordinaire, lisez Pouchkine. Avec Victor Hugo. Bien sûr, ça c'est les choses comme ça. Prenez plus tard, comme Tourguenev, Bougival,
son affinité avec Pauline Viardot, vous allez dire amour à trois, mais quand même amour à deux aussi. Ça, c'est... Vous allez Tolstoï. Tolstoï, ici, quand on regarde, c'est son regard sur la France. Il revient en France. Il y a des références chaque fois. Moi, je travaille sur beaucoup. Il y aura encore une sorte de grand spectacle sur Anna Karenine. Je suis plongé maintenant sur Tolstoï. Je suis étonné jusqu'à quel point Tolstoï, chaque fois avec Tolstoï, il y a les références sur la langue française. Alors, commencez Guerre et paix. Facilité pour vous. Mais quand même, Guerre et paix, les premières pages, c'est des pages et des pages sont écrites en français. Réciproquement, prenez Stendhal avec Armance. Prenez Balzac avec son voyage à Saint-Pétersbourg et Madame Hanska, mais maître d'armes, toutes les choses avec Dumas plus tard, maître d'armes de Dumas, le voyage de Dumas au Caucase. Vous comprenez, vous prenez au hasard, au hasard les choses. Custine, bien sûr, Custine, excellent Custine, sur le style, parce qu'on dit que c'est le pamphlet russophobe, mais relisez Custine sur la faites dégagement un tout petit peu de ça, regardez comment il décrit l'air de Saint-Pétersbourg, les paysages de Saint-Pétersbourg. Il y a les côtés très intéressants aussi dans ça. Prenez, pour faire plaisir à notre sujet qu'on aime tellement, prenez Tchaïkovski et Petit Pas, qui a resté 60 ans, qui a créé tout le ballet, avec, encore une fois, affinité sentimentale, parce qu'il y a aussi tout ce mélange, l'affinité sentimentale, les choses, les répercussions de ça, et chaque fois, vous êtes plongé dans les choses à l'infini, au 19e siècle. Vraiment, il faut revenir à ça, parce que je considère que le 19e siècle, c'était quand même un des sommets non seulement de la culture russe, mais carrément de la civilisation russe. Et ça ne devait pas se passer comme ça. J'adore aussi le début du siècle. Le début du siècle, pour nous, il y a un symbole de ballet, des ballets russes. On disait ballet russe, mais on aurait pu dire ballet français, parce que c'était créé à Châtelet quand même. Pour réussir à l'époque, il fallait être à Paris, mais pour réussir à Paris, il fallait être avec Diaghilev. Il n'y avait pas un quand on regarde. Vous savez, quand on regarde, c'est notre fierté à nous tous. Vous savez combien de gens, les Américains prennent les meilleurs hommes du XXe siècle. Ils donnent 26 qui ont appartenu au ballet russe. Et encore Cocteau n'est pas là, et encore Satie n'est pas là, encore plein de choses. Mais et la moitié de ces gens-là, c'est les Russes et les Français, symbiose de ça. Mais on doit, chaque fois, c'est va-et-vient. J'hésite même, on prend le domaine artistique, mais dans le domaine artistique, par exemple, il y a quand même l'avant-garde russe et l'influence de la France sur l'avant-garde russe que vous avez vu physiquement cet automne avec cette exposition qui était là. Tout ça, c'est Malevich. Moi, j'ai bien connu Madame Kandinsky avec l'influence française sur l'avant-garde russe. C'est aussi assez étonnante et assez importante. Évidemment, ça aurait dû durer. Et vous auriez dû être remboursé. Je parle évidemment des emprunts. Mais ça s'est passé autrement. La France a joué un rôle, objectivement. Parce que, quand même, l'histoire de la révolution russe, on a parlé tout à l'heure de Raspoutine, c'est une histoire qui est très importante aujourd'hui à reconstituer, et le facteur français était bien là. Parce que l'influence de la révolution française sur les idées des bolcheviks, c'est une influence directe. Et il faut dire qu'ils s'inspiraient beaucoup. Simplement, là où les Français tuaient peut-être des centaines de milliers, les Russes, ils ont tué beaucoup plus. Il y a dizaines de milliers. Des dizaines de millions.
les choses sont directes. Lénine a passé beaucoup de temps à Paris. Il l'aimait à sa façon. Paris, il a connaît en tout cas une grande histoire d'amour ici, qui ne connaît pas cette histoire avec une femme d'origine française qui était l'amour de sa vie, Inès Armande. Il a passé, regardez, je reviens de temps à l'autre à la closerie de Lila, il y a un petit écriteau Lénine. C'était au fait la gauche caviar que vous connaissez si bien, qui a passé 17 ans et beaucoup de temps à Paris, et puis une histoire terrible. On aurait pu éviter ça, parce que la révolution russe aurait pu être évitée plusieurs fois. Notamment, vous savez, franchement, les Français, les services français, Jean Raspail, il était chez vous, Raspail? Raspail n'a pas été. Mais il m'a raconté, son père, il est un monsieur âgé, son père, il était le chef des services secrets à Genève. Et les Français savaient que Lénine était financé par l'Allemagne, par les choses comme ça. Et par les États-Unis, mais les grands font quand même objectivement l'Allemagne. Et la France, maintenant il y a ça, tout ça c'est dans les archives, il vient et lui, il a donné les éléments sur ça. Il a proposé arrêter Lénine avant qu'il parte dans ce qu'on appelle le wagon plombé là-bas. Vous regardez, il était à Genève. Il attendait, il était quand même militaire, il ne pouvait pas agir sans ordre. Il était chef de service. Il attendait l'ordre. Il attendait. Il n'a pas outrepassé, il ne pouvait pas, l'ordre n'est pas venu. Et toute sa vie, Raspail m'a raconté, toute sa vie, il était hanté par un geste de Lénine, puisque Lénine, il regarde avec ses yeux un peu bridés, il lui fait un geste comme ça. Et toute sa vie, il a dit, si je pouvais, on aurait pu éviter toutes ces choses-là, etc. Ça, Raspail, geste de Lénine. Mais il y avait les Français pendant la Révolution russe, il y avait Sadoul, il y avait aussi ces choses-là qu'il ne faut pas oublier, ça a continué malgré tout. Il y a les histoires terribles, les gens qui sont rentrés en Russie, qui ne pouvaient pas sortir, il y a les souffrances des gens, il y avait les gens qui ont été piégés par Staline, les gens, toute une filiation aussi, Normandie-Yémen. Il ne faut pas nier que notre quand même amitié était scellée cette fois-ci dans la lutte contre les nazis. Ça aussi, il ne faut pas oublier. Tout ça, ça a continué, même De Gaulle. Mais De Gaulle était quand même, je ne voudrais pas entrer dans les choses, mais ça me rappelle le souvenir extraordinaire et ça va nous donner quand même une certaine, disons, possibilité de continuer sur cette trame. Je me souviens, j'ai eu 13 ans. De Gaulle vient, cher frère, il vient là-bas. Il était quand même assez intéressant. Un jour, il faut raconter l'histoire de Gaulle à Moscou, parce que, évidemment, tout était enregistré, comme ils nous enregistrent là-bas, mais à l'époque, ils enregistraient. Il y a un petit détail qui me séduit. On lui présente, il va à l'église de Gaulle, et il y a là-bas un grand évêque qui le salue en français impeccable. Encore une fois, l'affinité, vous voyez, les gens parlaient français, je vous ai parlé français. Mon général, De Gaulle le regarde attentivement, il lui répond, mon général. Et ça, c'était les choses, il était évidemment le général de ça. Mais simplement un petit souvenir de la jeunesse, de l'enfance, je dirais. Parce que je me souviens, De Gaulle n'a jamais parlé de l'Union soviétique. Il parlait toujours de la Russie éternelle le plus souvent, mais la Russie. Et je me souviens quand il y avait sur le balcon de la mairie, j'entends, il aimait parler avec l'accent français, aussi russe,
il parlait de l'Europe, de l'Atlantique à l'Ural. Vous comprenez? Et ça, c'est une chose qui existe. Ce que je vous raconte, c'est l'Europe culturelle de l'Atlantique à l'Ural. Et en quelque sorte, Pierre le Grand, il triomphe, et De Gaulle, à sa façon, il était prémonitoire. Parce que qui peut nier que Stendhal, ça fait partie de nous, ou Balzac, ou Dostoïevski, Tolstoï, ça fait partie de vous. Ça, c'est parce que vous n'avez pas besoin de relire Tolstoï pour être acquis, à la différence de cette prémonition de l'ambassadeur américain dont je vous ai parlé au début. Il y avait cette chose-là qui a continué. Je me souviens, je reproche beaucoup à la diplomatie française, à mon époque. Vous savez, il y avait les stades qui réunissaient les grands chanteurs français. Je me souviens, encore une fois, le souvenir d'enfance, c'est pas en français, en belge, mais quand même un grand poète français, Brel, quand il est venu. C'est les foules. Je parle souvent avec Jean Piat, c'est le souvenir de sa jeunesse, la comédie française, parce qu'il y avait les admiratrices russes qui le poursuivaient. Il a eu à l'époque 24 ans, comme Jean Piat. C'était intéressant, tout ça. Et tout ça, ça a continué. Ça continue en quelque sorte aujourd'hui. Simplement, le problème que nous avons aujourd'hui, et c'est pour ça que je commençais, je pense que nous sommes vraiment au moment charnière. Et j'ai pensé qu'on va éviter la rupture historique entre la France et la Russie, parce qu'il y a cette tendance dont je vous ai parlé dans la population française, etc. Mais je ne peux pas vous mentir, je suis assez perturbé maintenant, et je ne suis pas certain qu'on va arriver à ça. C'est pour ça qu'il faut essayer, comme sur les choses antérieures françaises, il faut aller jusqu'au bout, mais sur ce plan-là, il s'agit d'une chose dramatique. Il y a des signes. Des signes. Il y a par exemple cette affaire des Mistral. J'ai pensé que c'est une affaire folklorique, une idiotie, c'est tout. Non. Ça a l'influence, vous sentez ça. Parce que ça, l'influence, c'est pas au niveau politique, les chefs, c'est au niveau des gens d'affaires. Les gens, les Russes, ils disent « Ah, Poutine, il veut intervenir dans les élections françaises. » C'est n'importe quoi, mais vous le savez, sans moi. Mais l'autre jour, à la télévision, ils m'ont dit « Ah, peut-être il va aller chez les mails de Macron. » J'ai dit « Mais qu'est-ce qu'on peut trouver chez les mails de Macron ?» Pourquoi? C'est une mise en scène. Le problème n'est pas ce que les Russes veulent envahir la France, pas du tout. Le problème, c'est qu'ils ne veulent plus travailler avec la France. C'est ça le drame. L'influence réelle sur ça, mais au-delà de ça, il y a les choses géopolitiques dont je vous ai parlé. Il y a les choses gravissimes qui se passent devant nos yeux. Quand il y a, et je vous dis, pas mon avis, c'est un avis des gens de différents bords. Vous écoutez Védrine, vous écoutez Kissinger, vous écoutez, j'ai parlé récemment avec le chancelier Kohl. Ils sont tous, ils disent la même chose. Tout d'abord, ils méprisent cette absence de la compétence dans la diplomatie. Mais il y a les choses, on ne sait pas établir la priorité. Quelle est la priorité dans le monde d'aujourd'hui? On essaie d'inventer l'ennemi. C'est une partie vous savez, des services américains, ils veulent l'ennemi. Et ils inventent l'ennemi russe. Vous comprenez? Que c'est un adversaire. Tandis que le peuple russe, ça je vous parle vraiment, vous le connaissez mieux que moi, c'est pas du tout l'adversaire, c'est l'allié spirituellement, intellectuellement, physiquement. C'est l'allié irremplaçable de l'Occident, mais surtout il y a les affaires pratiques. Si la priorité aujourd'hui, c'est la guerre contre l'islamisme. Et dans cette guerre, la Russie, militairement, spirituellement, humainement, c'est un allié irremplaçable. Irremplaçable de la France et de l'Occident. Vous comprenez? Parce qu'autrement, on ne va pas les choses comme ça. Et il faut comprendre ça et répéter. Si on ne répète pas, ça peut être très dangereux. Il y a aussi
Vous savez, à mon époque, 80% des Russes ont été pro-occidentaux. 80%. Aujourd'hui, 80%, je parle sous le contrôle de mes compatriotes, 80% sont réticents, anti-occidentaux en réalité. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a l'évolution. L'évolution, c'était, on dit, ah, c'est l'Ukraine. Pas du tout, c'est pas l'Ukraine seulement. Il y a l'évolution, c'est le ratage de la période post-communiste. Parce que, vous comprenez, quand il y avait 80, les Russes ne désiraient que ça. Il y avait des accords avec l'Occident à l'époque. Vous vous souvenez qu'il y avait 500 000 hommes en Allemagne. Gorbatchev, il dit ok, on dit le feu vert pour Poutine lui reproche beaucoup, d'ailleurs, mais je ne reviens pas à cette discussion, feu vert à la réunification d'Allemagne. Mais en échange, on prend en compte les intérêts de la Russie. On ne fait pas l'élargissement de l'OTAN. Vous comprenez? Si on fait l'élargissement de l'OTAN, dans ce cas-là, ça change la donne. Gorbatchev est sauté, Eltsine vient. Vous savez, Eltsine, on le dénigre beaucoup, on l'a bien connu. Eltsine, c'était un personnage de Dostoïevski, parfois suicidaire, mais il était simplement, il appartient à une race que vous connaissez très bien en France, en réalité. Il était très bon quand il était en opposition, il était nul quand il était aux affaires. Et ça, c'était les choses qui sont passées. Mais il disait oui aux Américains à l'époque, mais il y avait l'affaire de la Yougoslavie, ça vous touche directement. Il disait, mais les Nations Unies, non, la Russie, c'est pas un facteur. Il disait le terme, il utilisait la puissance régionale. Il me disait, nous voulons l'Ukraine forte et la Russie faible. Je disais à l'époque, faites attention, vous avez pratiqué ce genre de raisonnement après la Première Guerre mondiale à propos de l'Allemagne. Et vous avez eu Hitler. Faites attention, la Russie va réagir. Et sur cette... après, il y avait bouclier antimissile. Je ne voudrais pas vous submerger par les éléments géopolitiques, mais pour comprendre la crise que nous vivons, c'est une crise profonde. Profonde et un danger profond. Moi, je vous dis qu'il y avait la logique face à la Russie. Et pourquoi il y a l'absence dans la réalité de la vision aussi française, soyons très clairs, parce que dans l'affaire de Mistral, on dit folklorique, mais quand même ça reflète tout ça. C'est un piège, parce que qui peut me dire que l'alliance militaire et économique avec la Chine, entre la Russie et la Chine, c'est dans l'intérêt de l'Occident, même de la France, je ne parle pas même des États-Unis. Il faut poser les questions claires. Et on pose la question à propos de chrétiens de l'Orient, à propos de la Syrie, il y a un amoncellement, vous connaissez tout ça, tout ce que vous ressentez. Là-bas, l'intervention russe, s'il n'est pas intervenu, Poutine, vous savez qui était à la place? À Damas, c'était Al-Qaïda, Al-Nusra. Et ça, c'est une réalité qu'aucun expert, moi je connais très bien les experts aussi français, notamment, tout le monde le confirme, vous comprenez? Établir les priorités, voir les dangers, tout ça, c'est pour ça, et vous savez, le problème là-dedans, que toutes mes conversations à propos de Mistral, ça reflète l'état d'âme. Pourquoi mon inquiétude? Je crains que les Russes ne veulent plus. Ils ne viennent pas à la Côte d'Azur. Les agriculteurs bretons en bavent, les mobiliers là-bas souffrent, etc. Vous ne ressentez pas parce que vous êtes russophile en majorité ici, mais il y a un danger réel et ça peut être préfiguré une autre géopolitique vraiment mondiale pour l'avenir. Il y a une petite chance que ça se calme maintenant. Mais vous comprenez, toutes mes informations, j'ai parlé, Kissinger, il est intermédiaire entre les Russes et Trump. Et il m'a raconté que ça ne se passe pas si bien que ça. Et ça, c'est vraiment une sorte de rigidité qui prime. Il y a une tendance à sacrifier la politique russe à l'autel de la politique intérieure américaine, vous comprenez. En France, c'est un bordel que vous connaissez. Tout ça, excusez-moi pour le mot, tout ça, c'est l'imprévisibilité. L'imprévisibilité en cela, moi je continue, excusez-moi pour le mot, mais ça reflète la réalité.
la réalité. Mais quand même, d'ailleurs, vous savez, je vais vous dire, pour réagir à votre sourire, c'est une préoccupation, vraiment, ma préoccupation est énorme. Parce que vous devez savoir que ce qui se passe devant nos yeux, on a tué quelque chose d'essentiel. On a tué le vrai débat d'idées autour de les choses. On n'a pas encore commencé. On est toujours dans ce que j'ai appelé l'autre jour à la télévision le débat poubelle. On est toujours dans les poubelles. On n'a pas encore commencé les choses. Et ça va durer, vous allez voir. Ils vont sortir les choses sur les uns, sur les autres, sur les frais de l'autre. On peut sortir à l'infini. Comme ne connaissait pas que Berger, qui est maintenant avec Macron, qui, ce que je sache, a donné plein de costumes à Mitterrand et à tous les autres. Ridicule, ça, vous comprenez? Si on sort tout ce qu'on connaît, vous savez, ce sera très, très difficile de faire. Mais vous savez, on pense qu'il tue Fillon. En réalité, il tue le débat, sinon il tue la France. Le problème, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et en plus, il publie, quand je vous ai dit au début, quand j'ai regardé cette affiche tout à l'heure, quand je suis arrivé, il accuse les autres que c'est... tout ça, c'est quand même significatif. J'ai longuement parlé de ça. Je crois bien que j'ai dépassé ce qu'on m'a donné. Vous savez, pour chaque sujet, il faut faire la conférence. De Gaulle à Moscou, c'est la conférence. Ballet russe, c'est la conférence. Catherine II, c'est à l'infini. À l'infini. Il y aura, je vous dis, le film à Hollywood sur ça. Vous me posez toutes les questions que vous voulez. Je vous ai donné plutôt les indications. Vous comprenez, sur ça, c'est une sorte de survol dans les choses. Mais le sujet me passionne et ma préoccupation est très grande. Mon réconfort et mon seul réconfort, c'est vos yeux et le fait que vous êtes venus si nombreux à cet endroit magique. Voilà. Voilà. Maintenant, les questions, si vous désirez. Je vous en prie. Vladimir Fedorovitch, moi je suis le représentant du Tatarstan ici en France. J'ai eu l'occasion d'être à votre place pour parler de l'islam russe. Oui, bien sûr. Et donc je reconnais avec beaucoup de plaisir l'importance que vous apportez à Catherine la Grande. Bien sûr. Qui, elle, a apporté la liberté de religion dans tout l'Empire russe. Qui n'était pas la liberté pour les personnes, mais la liberté de culte, qui a été impulsée par sa correspondance avec Voltaire. Oui, ça peut paraître bizarre ici, de parler de Voltaire, mais néanmoins... Non, mais il était influencé aussi par cet esprit d'un grand chrétien, de ce qui était pour réconforter frère. Il y avait l'homme de sa vie, c'était Potiomkin, qui était un grand chrétien. Potiomkin, enfin, lui et ses frères. Voilà. Bon, donc on ne va pas parler des choses oiseuses, on laisse les journalistes s'en occuper. Donc, nonobstant, Catherine a été, bien entendu, une Allemande qui est devenue impératrice russe, convertie à l'orthodoxie, ça arrive à des gens très, très mauvais comme moi, et elle a apporté cette liberté de droit de culte, parce que vous parlez toujours... Vladimir Fedorovitch, vous parlez toujours de Moscou, de Saint-Pétersbourg, mais la Russie, c'est pas que ça. C'est aussi la Volga, c'est aussi en plus, Catherine a été à l'origine de la conquête et de la répulsion des Ottomans au Caucase et de la présence russe en Sibérie jusqu'en Alaska. Sure. Donc il faudrait quand même... Sans parler de son rôle en Crimée. Absolument. Mais ça, c'est justement, je voulais que ce soit vous qui le disiez. Parce que de façon à ne pas être fusillé tout de suite. Et donc, nonobstant, donc je dis, voilà, bravo, je suis très ravi de vous entendre. C'est la réalité historique. Absolument. J'ai eu, grâce au frère Thierry, l'occasion d'en parler déjà une fois. Je ne sais pas si je n'aurai peut-être pas dans le futur l'occasion d'en reparler. Mais, bon, ceci étant dit, vous avez parlé de l'impératrice Catherine, qui a été le deuxième volet de la modernisation de la Russie.
Exactement. Vous avez parlé de Tourguenieff, de Lermontov, tout. Et par contre, vous n'avez pas abordé un sujet qui m'est tout à fait familier, puisque moi je m'occupe du sud de la Russie. Hein, donc, moi je travaille avec les Tatars. Donc c'est une autre civilisation, c'est pas Moscou, c'est pas Saint-Pétersbourg, on parle pas la même langue, on mange pas la même chose, on chante pas les mêmes choses, mais il y a quelque chose qui est très important que les Français comprennent, même que de votre part, en tant qu'universitaire, ancien conseiller diplomatique, c'est de dire pourquoi la russophilie, l'occidentalisme existe toujours aujourd'hui en 2017. C'est sur ça que j'aimerais vous interroger, si vous le permettez. L'occidentalisme, vous comprenez, vous parlez à partir de la Révolution. À partir de tout. Là, vous savez, l'occidentalisme existe d'office, il ne faut pas dire. Simplement, il y avait, quand on entre dans le sujet, il faut apporter que la Russie a eu traditionnellement un vrai débat d'idées. Ce n'est pas un débat d'idées farfelu, mais c'est un vrai débat d'idées. Comment la Russie doit être gérée et quelle alliance elle doit faire. C'est en opposition à deux tendances qui sont implicites dans votre question, pour que les gens comprennent. Il y avait une tendance occidentaliste qui disait que la Russie doit se rapprocher de l'Occident, que la Russie fait partie de l'Europe, et il y a une autre tendance qui reflète cette multiplicité, cet énorme espace, ces multiples fuseaux horaires, ces 100 nations et nationalités. Je vous fais plaisir, dans le pilier restent les Tartares, n'est-ce pas? Tatars. C'est pas dramatique ça. Tatar, pilier, Tatarsan. Ça c'est le pilier quand même depuis Ivan le Terrible, la coexistence avec l'islam. C'est une grande tradition aussi en Russie, qui remonte à Catherine II, parce qu'ils ont fait des choses extraordinaires. Ça me touche beaucoup que vous parlez de cette idée de coexistence entre les différentes religions, qui est l'idée qui était conçue par Potiomkin et Catherine d'une manière consciente, tout à fait consciente. Et ça a scellé ce pays, 100 nations et nationalités, sixième partie du monde. Ça se gère, et les slavophiles, ils disent que c'est un continent à part, c'est un pays, c'est un continent à part, et c'est un débat. Par mon destin, et par ce que j'ai écrit, je suis considéré, évidemment, je suis désolé de vous dire, comme occidentaliste. Je suis dans la tradition. Mais vous savez, il ne faut pas, dans les tendances occidentalistes, il y a les gens qui disent, comme beaucoup de Russes aujourd'hui, on a fait tout. On s'est déshabillé avec Eltsine et Gorbatchev. L'Occident ne voulait pas de nous et nous allons suivre notre chemin. Nous avons les moyens, nous avons l'armée, nous allons nous défendre. C'est leur affaire. Moi, je vous dis, je ne vous cache pas que je suis contre ça. Je vais vous choquer parce que vous êtes tous admirateurs de Poutine, si je comprends bien. Je voudrais vous choquer. J'écris quand même le livre sur Poutine. Il ne faut pas dire. Et j'ai connu Poutine, vous savez, on a discuté justement ces sujets. Quand il dit que la Russie a deux alliés, pour citer Alexandre III, comme vous le savez bien, c'est l'armée et la flotte russe. Je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Parce que la Russie, comme chaque pays, doit construire ses alliances, doit s'appuyer sur son histoire, doit s'appuyer sur les choses, doit garantir ses frontières. Et j'utilise plutôt le symbole, qui était un symbole tout à fait pertinent. C'est l'aigle à deux têtes, la tête qui regarde l'Occident et regarde l'Asie. Un vieux diplomate que j'étais, je vais me dire que maintenant, il y a un créneau nécessaire
pour rétablir les rapports. Simplement, je suis tellement inquiet aujourd'hui, en venant ici, vous m'avez réconforté, et puis quand même, si vous me permettez, mon frère, vous m'avez réconforté parce que je suis devenu moins triste. Mais sinon, je suis désespéré, parce qu'on est en train de bousculer. Je suis désespéré par rapport à la France, parce que le débat poubelle me tue comme francophile. Mais je suis désespéré par les choses. Vous voyez, la rupture, deux têtes. Et maintenant, il y a un créneau, parce qu'avec les Américains, ça ne se passe pas bien. Il y a les services américains qui sont devenus autonomes, qui jouent leur jeu, qui bloquent les rapports avec la Russie, tout ça, c'est tout un truc. Il y a la Chine, le créneau est unilatéral, c'est dangereux, il faut équilibrer. Et en principe, c'est un moment qu'il faut saisir. Mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Excusez-moi, j'étais long, mon frère, excusez-moi. Pour revenir